Salut chers élèves, dans le cadre toujours des cours à distance programmés par le ministère de l'Éducation et de la Formation nationale, on a un nouveau cours, bien sûr, de langue. Alors, aujourd'hui on va voir la focalisation. On a déjà, bien sûr, mentionné le terme focalisation point de vue dans les études de texte et dans les autres activités qu'on a faites. Pour entamer ce cours, on a trois supports. Le premier texte est un passage de la ficelle que vous avez déjà étudié, bien sûr, lors de votre cursus de tronc commun. Alors, je lis le texte, prêtez-moi votre attention et ne vous éloignez pas, s'il vous plaît. Maître Hochkor de Bréauté venait d'arriver à Godéville. Il se dirigeait vers la place, quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Hochkorn, économe, en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir, et il se baissa péniblement, car il souffrait de rhumatisme, et prit par terre le morceau de corde mince, et se disposait à le rouler avec soin, quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, Maître Maladin, le bourrelier, qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Hochkor fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte. Puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point. Et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbée en deux par ses douleurs. Guide me passant la ficelle. Alors c'est très facile, bien sûr, de commencer le cours. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé du narrateur, etc. Alors, regardez bien, dans ce texte, on a un narrateur, bien sûr, qui n'est pas personnage, c'est-à-dire il n'est pas actant dans le texte, mais un narrateur qui essaie de nous, bien sûr, de nous montrer l'état des deux personnages actants qu'on a dans le texte. C'est le maître Hochkorn et son ami, bien sûr, ou son ennemi, entre parenthèses, Maladin. Vous avez constaté que j'ai un peu coloré ce texte. Vous avez des mots qui sont, bien sûr, en jaune et en rouge. Alors, regardez bien, s'il vous plaît. Alors, je vais lire cette phrase. Maître Hochkorn, économe, en vrai normand. Alors, le narrateur qu'on a ici, et qui n'est pas, bien sûr, un personnage de texte, il sait que M. Hochkorn est un économe. C'est-à-dire, il est entré dans ses, si on l'ose dire, ses intimités. Alors, il est économe, c'est-à-dire il ramasse de l'argent. On a un autre mot, et il se baissa péniblement. Alors même, il savait sa manière, ou bien sûr les douleurs qu'il a en se baissant. Bien sûr, pour faire cela, il a utilisé un adverbe, car il souffrait. Alors aussi, il a employé le mot, ou le verbe plutôt, souffrir, bien sûr, pour montrer la maladie de cet homme-là. Bien sûr, pour faire cela, on doit être un narrateur qui sait tout sur ce personnage. Si on avance, bien sûr, dans notre analyse, on va trouver aussi d'autres phrases. Alors, regardez bien cette phrase, s'il vous plaît. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, c'est-à-dire il parle de monsieur ou du maître Hochkorn et de son ami Maladin. Et il a utilisé le mot autrefois. Alors, c'est-à-dire que le narrateur qu'on a dans le texte est un narrateur qui sait même le passé de ces deux personnages. Et ils étaient restés fâchés. Même, bien sûr, leur comportement mutuel. Étant rancunier, alors il a essayé, bien sûr, d'entrer au sein bien sûr, du cœur de chacun d'eux, et il a essayé
de nous démontrer bien sûr la rancune qu'ils avaient, le premier et le deuxième personnage. Alors, bien sûr, on a ici une autre phrase d'une sorte de honte. Toujours, on a cette entrée, cette accessibilité, bien sûr, du narrateur qu'il a essayé de nous refléter et de nous réfléchir ce que chacun de ces personnages a à son intérieur. Vous avez ici le mot culotte. Alors toujours, le narrateur a essayé de parler de l'intime. Alors culotte, alors, vous savez que bien sûr la culotte, lorsque je parle de la culotte, c'est quelque chose bien sûr d'intime. Alors ce narrateur-là, il est entré aussi au sein de l'intimité de ce personnage. Et comme dernière phrase, dernier énoncé, on a le mot bien sûr courbé, le participe passé adjectival courbé, qui essaie de nous montrer bien sûr l'état physique de Monsieur Oshkorn, bien sûr, qui est un vieux qui ne peut pas bien sûr marcher d'une manière droite. Alors regardez bien, tous ces éléments nous font dire que le narrateur qu'on a ici est un narrateur, ce qu'on appelle omniscient. C'est-à-dire, il sait tout sur les personnages qu'on a dans le texte, c'est bien évidemment la focalisation zéro. Alors dans ce premier texte, il s'agit d'une focalisation zéro d'après les éléments qu'on a pu relever, qu'on a pu retenir, bien sûr, de ce texte-là, de cet extrait de la ficelle. Alors, deuxième extrait. Toujours, on reste avec Guy de Maupassant, bien sûr, dans son nouvelle Le Horla. Alors, je lis le texte. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas. 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en décourageant notre bonheur et notre confiance en détresse? Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce que la forme des nuages, ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables qui passant par mes yeux a troublé ma pensée? C'est en Guy de Maupassant le Horla. Bien sûr, vous constatez toujours que j'ai coloré, bien sûr, des verbes, des adjectifs, etc. Alors regardez bien. Oh, écoutez bien. Euh, regardez le début du texte. Alors vous avez remarqué qu'on a commencé le texte par 12 mai, c'est-à-dire une date, c'est-à-dire à la manière des historiens. Alors on essaie bien sûr de dater les événements. Alors si on avance un petit peu, on va trouver le jeu, c'est-à-dire le jeu parlant. Alors, c'est-à-dire que ce deuxième texte est totalement différent du premier texte. Alors dans ce texte, on a un narrateur personnage, c'est-à-dire un narrateur qui participe dans l'action en devenant un personnage. Pourquoi? Parce qu'il a employé la première personne, bien sûr, du singulier, le jeu. Toujours restant avec, bien sûr, la détermination temporelle, depuis quelques jours, je me sens. Alors, à ce niveau-là, le jeu employé, bien sûr, de narrateur ou du narrateur personnage, on trouve également qu'il a utilisé un verbe de sentiment, sentir. Si on avance un petit peu, je me sens triste, toujours le jeu et sentiment.
Et après, bien sûr, si vous constatez dans la plupart des énoncés que j'ai déjà souligné, j'ai déjà coloré plutôt, alors vous allez trouver soit que le narrateur a utilisé bien sûr un déterminant de possession, ou soit des compléments qui revient bien sûr à sa personne jusqu'à la fin du texte. Alors grosso modo, dans ce texte, on a un narrateur personnage, un narrateur qui participe dans l'action, dans les événements, bien sûr, dans la petite intrigue qu'on a dans le texte. On a bien sûr des dates, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, à la manière des historiens, on a des dates, on a des indices temporels, quelques jours, etc. On a des verbes de sentiment, on a des déterminants possessifs, et on a aussi des verbes de jugement, c'est-à-dire l'état du narrateur personnage. Alors bien sûr, comme vous avez vu, c'est totalement différent du premier extrait qu'on a déjà fait. Alors à ce niveau-là, on ne parle pas de focalisation bien sûr zéro, mais on parle d'une focalisation plutôt interne, ou ce qu'on appelle le point de vue interne. Support numéro 3. Alors cette fois-ci, c'est pas avec Maupassant, mais avec Victor Hugo, dont son chef-d'œuvre, c'est Les Misérables. Je lis le texte, écoutez bien s'il vous plaît. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digny. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Alors Victor Hugo, Les Misérables. Si vous avez constaté ici, on a bien sûr des éléments qui sont totalement différents des deux premiers textes. Bien sûr, si on lit la première phrase, toujours on va trouver bien sûr une date. Alors, les premiers jours du mois d'octobre. Toujours les indices, bien sûr, temporels. Alors, une heure environ avant le coucher du soleil. Alors, toujours on a des indices, bien sûr, du temps. Mais, regardez bien, s'il vous plaît. Le narrateur qu'on a dans ce texte n'est pas un narrateur qui est personnage, mais un narrateur qui essaie de nous refléter l'image qu'il voit. C'est-à-dire, il a le rôle d'un miroir. Il a le rôle d'une caméra qui essaie de filmer tout ce qu'il voit. Alors, c'est un narrateur qui, bien sûr, qui est un témoin d'une situation. Alors, il n'est ni narrateur personnage, ni un narrateur qui sait tout sur les personnages, mais il essaie bien sûr de nous parler d'un homme qui voyage, bien sûr à pied, etc. C'est-à-dire, il essaie de nous filmer ce qu'il voit, ce qu'il constate, bien sûr pour les personnages qu'on a. Alors, à ce stade-là, on va parler on ne va pas parler plutôt de la focalisation zéro ou de la focalisation interne, mais c'est ce qu'on appelle la focalisation externe. Le narrateur est à l'extérieur de tous les événements et il est bien sûr loin de tout le personnage qu'on a dans ce texte-là. Et bien sûr, ce sont les trois types de focalisation qu'on a dans la narration. Alors, bilan. Les différents types de narrateurs. Ce n'est pas les types, bien sûr, des focalisations ou de points de vue, mais des narrateurs.
Concernant le narrateur, on a deux types de narrateurs. On a le narrateur interne, qui est un personnage de l'histoire. Exemple, le narrateur dans les récits de vie, à savoir les autobiographies et les journaux intimes. Et B, le narrateur externe, c'est-à-dire qu'il n'est pas un personnage de l'histoire. Oui, alors, trois types de la focalisation, ou les points de vue. Alors A, le point de vue omniscient, qu'on a trouvé dans le premier texte. Le narrateur sait tout des personnages, et c'est tout, bien sûr, des personnages, c'est-à-dire le passé, le sentiment, leurs pensées, leur caractère, les lieux où ils vivent, etc. Alors B, le point de vue interne, ce qu'on a trouvé dans le texte numéro 2. Le narrateur limite la présentation des choses et des événements à la perception d'un seul personnage, à ses jugements et ses réactions. C'est ce qu'on a vu dans le deuxième texte. Troisième type, c'est le point de vue externe, bien sûr le texte de Victor Hugo. Le narrateur semble le spectateur de ce qu'il décrit, il ignore les pensées, le passé, bien sûr, et tout sur les personnages. Alors, comme ça, on a terminé le bilan et on passera aux exercices. Pour les exercices d'application, vous avez des textes, après je lis la consigne. Identifiez le point de vue du narrateur dans les textes suivants. Alors, ce qui est demandé, c'est de bien lire les deux textes. Essayez, s'il vous plaît, bien sûr, d'identifier le point de vue que vous avez en se basant sur les éléments qu'on a déjà évoqués dans l'explication. Bon courage, bonne continuation de cours. Alors toujours mes élèves, patience et persévérance et bien sûr regardons les choses en rose. Et à bientôt.